Mon frère savait que ma fiancée avait trompé avec son collègue, mais il m'a caché la vérité pendant des semaines, tout en l'aidant à m'être manipulé pour que je lui pardonne parce qu'il l'aimait. Je m'appelle Alexandre, j'ai 34 ans et j'étais avec Maya, qui en a 32, depuis 7 ans. Nous n'étions pas mariés, mais nous vivions ensemble dans une maison que nous avons achetée il y a 3 ans. Le mois dernier, tout a changé en une seule nuit. Je travaille dans la sécurité informatique pour une entreprise de soins de santé et nous avions fait des heures supplémentaires pendant des semaines pour terminer une mise à jour majeure du système. Finalement, j'ai terminé ma partie du projet 2 jours avant la date prévue. J'ai ressenti un grand soulagement en quittant le travail et, en me dirigeant vers ma voiture dans le parking presque vide, j'ai décidé de surprendre Maya à son cabinet dentaire à la fin de son service. Elle travaille normalement tard le jeudi, alors j'ai pensé l'emmener dîner dans un nouveau restaurant dont tout le monde parlait. Le trajet jusqu'à son bureau m'a pris environ 30 minutes dans le trafic de l'après-midi. Son bureau se trouve dans un de ces complexes médicaux modernes avec de grandes fenêtres et un parking spacieux. Quand je suis arrivé, la plupart des lumières étaient déjà éteintes et le parking était presque vide, à l'exception de l'accord argenté de Maya et d'un autre véhicule que je n'ai pas reconnu, une BMW noire, qui, j'ai appris plus tard, appartenait à l'un des médecins. Je me suis garé à quelques places et je l'ai appelée sur son téléphone pour lui demander si elle était prête à partir. Sa sonnerie a retenti de sa voiture, cette chanson stupide du film qu'elle adore. Je me suis approché, m'attendant à la voir rassembler ses affaires, mais au lieu de cela, je l'ai vue sur le siège passager avec un homme. Il ne se contentait pas de parler. Il avait la main sous son chemisier et ils s'embrassaient comme des adolescents. J'ai senti mon estomac tomber jusqu'au. Je suis resté là pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'elle me voie. Ses yeux se sont agrandis et elle a pratiquement repoussé le type loin d'elle. Il s'est retourné, et je l'ai reconnu immédiatement. C'était le docteur Rodriguez, l'orthodontiste qui avait rejoint le cabinet l'année dernière. Je l'avais rencontré à la fête de Noël du bureau. Il avait amené sa femme, qui était très enceinte, et nous avons passé environ 20 minutes à parler de la façon dont il prévoyait d'aménager la chambre du bébé. Il m'a même montré des photos du berceau qu'il avait assemblé et de la fresque que sa sœur avait peinte sur le mur. Maya est sortie de la voiture précipitamment, en arrangeant ses vêtements. Son chemisier était mal boutonné et son rouge à lèvres était étalé sur sa bouche. Le docteur Rodriguez est resté assis là, pâle comme un fantôme. Je n'ai pas attendu d'explication. Je me suis retourné, je suis monté dans ma voiture et je suis parti, pendant que Maya courait après moi en criant mon nom. Dans le rétroviseur, je l'ai vue debout au milieu du parking, agitant désespérément les bras, alors que je tournais sur la route principale. J'ai conduit sans but. L'horloge numérique de ma voiture indiquait 19h42 quand j'ai quitté le parking. Quand je me suis finalement arrêté, il était presque minuit et j'avais parcouru près de 150 miles. J'ai fini dans un des niais ouvert 24 heures sur 24, à 50 miles de la ville. J'ai commandé un café et je suis resté dans une banquette jusqu'à l'aube, regardant les camionneurs aller et venir. Mon téléphone avait plus de 40 appels manqués et des dizaines de messages de Maya. Je l'ai éteint et je l'ai mis dans la boîte à gants. Quand je suis finalement rentré à la maison le lendemain, Maya m'attendait. Elle était assise sur les marches de notre maison, toujours dans les vêtements de la veille. Ses yeux étaient gonflés, avec du mascara qui coulait sur ses joues. Elle a bondi quand je suis entré dans l'allée et a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussé. Elle a dit que c'était juste une erreur, que ce n'était arrivé que quelques fois, comme si cela rendait les choses moins graves. Je suis passé devant elle et je suis entré dans la maison, commençant à faire mes valises, tandis qu'elle me suivait, me suppliant de parler. « S'il te plaît, écoute-moi » répétait-elle, debout dans l'embrasure de la chambre alors que je fourrais des vêtements dans un sac de sport. Ça ne voulait rien dire, c'était stupide, j'étais stupide. J'ai pris mes articles de toilette de la salle de bain, mon ordinateur portable du bureau et quelques autres choses essentielles. Maya a bloqué la porte d'entrée, me demandant où j'allais, quand je reviendrais, si nous pouvions en parler comme des adultes. Au lieu de répondre, je suis sorti par la porte latérale. Je suis resté chez mon ami Jacques pendant une semaine. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace avec Maya, mais je n'ai pas expliqué pourquoi. Il n'a pas insisté pour avoir des détails, a juste débarrassé le canapé et m'a donné une clé de rechange. J'allais au travail, je revenais à son appartement et je regardais le plafond jusqu'au lendemain matin. Maya n'arrêtait pas de se présenter à mon bureau, de me laisser des messages vocaux, de m'envoyer des emails. Mes collègues ont commencé à me regarder bizarrement. Mon patron m'a pris à part et m'a demandé si tout allait bien à la maison.
Je lui ai dit que Maya et moi avions des problèmes et j'en suis resté là. Après une semaine, mon frère aîné, Timothée, m'a appelé. Il a 3 ans de plus que moi et travaille comme kinésithérapeute dans la même ville. Nous avons toujours été proches, bien qu'il puisse parfois être un crétin moralisateur. Il a dit que Maya l'avait contacté. Elle lui avait tout raconté et lui avait demandé de me convaincre de rentrer à la maison. Timothée a suggéré que je reste chez nos parents pendant un certain temps. Ils étaient en croisière de 3 semaines pour célébrer leur 40e anniversaire, donc la maison était vide. J'ai accepté. Le canapé de Jacques me tuait le dos et j'avais besoin d'un endroit pour réfléchir. Quand je suis arrivé, Timothée m'attendait avec un pack de 6 bières artisanales qu'il sait que j'aime. Nous nous sommes assis sur le porche sans beaucoup parler, regardant le coucher de soleil s'estomper dans l'obscurité. Après ma 2e bière, il m'a demandé si je comptais arranger les choses avec Maya. J'en ai fini, lui ai-je dit. C'est en jeté à la poubelle, comme ça. Timothée a hoché la tête et a dit qu'il comprenait, mais il a ensuite suggéré que je devrais au moins écouter Maya. Les gens font des erreurs, a-t-il dit. Les relations demandent du travail, tout le monde mérite parfois une seconde chance. Sa réponse m'a surpris. Timothée a toujours été le dur de la famille. Quand sa petite amie de l'université l'a trompé, il l'a complètement coupé de sa vie, a changé de numéro, l'a bloqué sur les réseaux sociaux, a même changé de cours pour ne pas la voir. Il disait toujours que l'infidélité était la seule chose qu'il ne pardonnerait jamais. Et maintenant, il me disait d'envisager de pardonner à Maya. Cela n'avait aucun sens. J'ai fini ma bière et je me suis levé. J'ai besoin de dormir, ai-je dit, le coupant au milieu de son discours sur le fait que les relations demandent des efforts. Timothée m'a regardé marcher vers la porte puis a appelé, pense juste à ce que j'ai dit. Ne jette pas cet an sans au moins lui parler. J'ai fermé la porte sans répondre. Le lendemain, j'ai appelé un avocat pour parler de la vente de la maison. Maya et moi n'étions pas mariés, mais nous devions décider qui obtenait quoi. L'avocat a suggéré la médiation plutôt que le litige, si possible. J'ai dit que j'y réfléchirais. Ce soir-là, Timothée est revenu avec des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait que Maya était vraiment désolée et le cœur brisé. Il a parlé du temps que nous avions passé ensemble, de toute notre histoire commune. Il a dit que je lui avais pardonné une fois d'avoir détruit ma voiture à l'université et que ce n'était qu'une autre erreur que nous pouvions surmonter. Je l'ai regardé et je lui ai demandé directement pourquoi il insistait autant. Il a haussé les épaules et a marmonné quelque chose sur les secondes chances. Je n'ai pas insisté, mais son comportement me dérangeait toujours. Quelques jours plus tard, Timothée est passé à la maison pour déposer des courses et est resté pour regarder un match de basket. Quand il est sorti chercher des plats à emporter, il a laissé son ordinateur portable sur la table basse. Mon propre ordinateur portable avait des problèmes et je devais envoyer un email de travail urgent, alors je lui ai demandé si je pouvais utiliser le sien. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin, a-t-il dit en me jetant le mot de passe avant de partir. J'ai ouvert son navigateur pour me connecter à mon compte de messagerie quand une notification est apparue, un message texte de Maya. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Ce que j'ai trouvé a fait bouillir mon sang. Timothée et Maya s'envoyaient des SMS depuis des semaines. Pas seulement depuis que j'ai découvert l'affaire, mais depuis avant, il y a 6 semaines. Un ami de Timothée avait vu Maya et le docteur Rodriguez dans un bar d'hôtel de l'autre côté de la ville. L'ami a pris une photo et l'a envoyée à Timothée. Sur la photo, Maya était pratiquement assise sur les genoux de Rodriguez, avec son bras autour de sa taille et sa main sur sa cuisse. Ils ne discutaient pas exactement de dentisterie. Au lieu de me montrer la photo ou de me dire ce qui se passait, Timothée a confronté Maya directement. Elle a admis avoir couché avec Rodriguez, mais elle a juré que c'était juste une chose physique et que ça ne voulait rien dire. Elle a promis d'y mettre fin et l'a supplié de ne rien me dire, et il a accepté. Pendant 6 semaines, mon propre frère savait que ma petite amie me trompait et n'a rien dit. Il m'a regardé planifier un week-end avec elle, m'a aidé à choisir un collier cher pour son anniversaire, s'est assis en face de nous au dîner de famille en nous regardant nous tenir la main et parler de notre avenir, sachant tout le temps qu'elle couchait avec quelqu'un d'autre. Mais ça a empiré. Après que j'ai découvert l'affaire et que je sois parti, Maya et Timothée sont restés en contact. Elle le manipulait, utilisant sa culpabilité pour me convaincre de lui pardonner, et ça marchait. Il y avait des dizaines de messages où Timothée l'assurait qu'il travaillait sur moi, qu'il m'usait petit à petit. Il lui disait quoi dire, comment agir,
quand me donner de l'espace, quand pousser. J'ai continué à faire défiler les messages et j'ai trouvé une autre bombe. Maya a dit qu'elle pourrait être enceinte. Elle n'était pas sûre de savoir qui était le père, moi ou Rodriguez. Elle utilisait cela pour faire pression sur Timothée, lui disant que je devais rentrer à la maison. Maintenant plus que jamais, un bébé change tout, a-t-elle écrit. Je ne l'abandonnerai pas. Au moment où j'ai fini de lire, je tremblais de rage. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai quitté la maison. J'ai conduit pendant des heures, essayant de tout digérer. Ma petite amie de 7 ans m'avait trompé, mon frère l'avait couvert, et maintenant il y avait un bébé dans le mélange. Quand je suis revenu, Timothée était dans la cuisine en train de préparer le dîner. J'ai posé son ordinateur portable sur la table et je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qu'il voulait me dire. Son visage est devenu pâle. Il a commencé à bégayer des excuses. Je pensais que Maya allait rompre avec lui. Je ne voulais pas te faire de mal. J'essayais juste de protéger notre famille. Je n'ai pas pu me retenir. Je l'ai insulté de toutes les manières possibles. Je lui ai demandé si ça avait été amusant de me voir jouer le fou, s'il avait déjà vraiment été de mon côté ou s'il avait toujours été un lâche. Timothée a essayé de se défendre, disant qu'il pensait vraiment que Maya le quitterait, qu'il avait passé des semaines à débattre de me le dire ou non. Tu avais 6 semaines pour me dire quelque chose, ai-je crié. 6 semaines. Tu t'es assis au dîner d'anniversaire de maman et tu m'as regardé trinquer à Maya, et tu savais tout. Nous nous disputions encore quand la sonnette a retenti. C'était Maya. Timothée l'avait invitée sans me le dire. Elle est entrée les yeux gonflés, portant un sac de la pharmacie du coin. Sans un mot, elle a sorti un test de grossesse et l'a posé sur la table. C'est positif. C'est notre bébé, a-t-elle dit, comme si cela allait tout arranger. J'ai ri à sa figure. Comment sais-tu que ce n'est pas celui de Rodriguez? Maya a tressailli comme si je l'avais giflé. Elle a admis qu'il n'avait pas toujours utilisé de protection mais a insisté sur le fait que, d'après le timing, le bébé était très probablement le mien. Elle m'a assuré qu'elle en avait définitivement fini avec lui, me montrant même son téléphone avec des messages qui le prouvaient. Je lui ai dit que je m'en fichais. Même si le bébé était le mien, nous ne nous remettrions pas ensemble. Je ferai un test de paternité le moment venu et j'assumerai mes responsabilités, mais notre relation était terminée. La maison serait vendue, les biens seraient partagés. 7 ans effacés par ses décisions. Maya s'est mise à pleurer. Timothée est intervenu, me disant que j'étais cruel. Il a suggéré que j'agissais par colère et que je regretterais d'avoir jeté notre relation, surtout avec un bébé en route. La façon dont il parlait, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, a été la goutte d'eau. J'ai montré à Maya les SMS entre elle et Timothée. Je lui ai dit que je savais qu'ils avaient conspiré dans mon dos. J'ai dit à Timothée que notre relation de frère était aussi brisée que ma relation avec Maya. Je leur ai dit à tous les deux de sortir. Ils sont partis, mais le drame n'était pas terminé. Timothée a tout raconté à nos parents à leur retour de croisière. Il s'est présenté comme le médiateur qui essayait juste d'aider. Quand mes parents sont revenus, ils m'ont trouvé toujours dans leur chambre d'amis. Ma mère m'a coincé dans la cuisine mon premier matin de retour, me disant que je devrais donner une autre chance à Maya pour le bien du bébé. Elle a dit que tout le monde fait des erreurs et que jeter une relation de 7 ans était une décision irréfléchie. Je ne pouvais pas y croire. Ma propre mère prenait le parti de Maya avant même d'avoir entendu ma version de l'histoire. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a admis que Timothée lui avait parlé tous les jours pendant sa croisière, lui racontant à quel point Maya était désolée et comment la grossesse changeait tout. Il a commodément omis le fait qu'il était au courant de l'affaire depuis des semaines avant que je ne le découvre. J'ai décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. J'ai invité tout le monde, mes parents, Timothée, Maya, et même les parents de Maya. Ils pensaient probablement que j'allais annoncer une réconciliation. Ma mère a même apporté une bouteille de champagne. Au lieu de cela, j'ai tout exposé. Je leur ai montré les messages entre Timothée et Maya, à la fois d'avant et d'après que j'ai découvert l'affaire. J'ai expliqué comment Timothée était au courant depuis des semaines et n'avait pas dit un mot. Je leur ai montré la photo que l'ami de Timothée lui avait envoyée, Maya pratiquement assise sur les genoux de Rodriguez dans ce bar d'hôtel. J'ai inclus les messages où Maya admettait que l'affaire durait depuis des mois, pas seulement une erreur ponctuelle comme elle l'avait initialement dit à Timothée. Le père de Maya, qui m'avait toujours traité comme un fils, l'a regardé avec une telle déception que c'était douloureux à voir. Mon père était silencieux,
la veine de son front palpitant comme elle le fait quand il est vraiment en colère. Ma mère a d'abord essayé de défendre sa position, disant qu'elle voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour le bébé, mais même elle n'a pas pu justifier le mensonge face aux preuves. Timothée a essayé de se présenter comme quelqu'un pris au milieu, essayant juste de faire ce qu'il fallait pour tout le monde. La mère de Maya l'a dénoncé. Si tu te souciais vraiment de faire ce qu'il fallait, lui a-t-elle dit, tu aurais dit la vérité à ton frère dès le début. La réunion s'est terminée avec Maya en pleurs, Timothée faisant la tête, et tout le monde essayant de digérer ce qu'il venait de découvrir. Les parents de Maya se sont excusés auprès de moi avant de partir. Mon père m'a pris à part et m'a dit qu'il était fier de la façon dont je gérais la situation. Ma mère m'a serré dans ses bras et s'est excusée de ne pas m'avoir soutenu depuis le début. La semaine suivante, j'ai engagé un avocat et j'ai entamé la procédure de vente de la maison. Maya a temporairement emménagé chez ses parents. Timothée a essayé de se racheter. Il m'a apporté de la nourriture, a proposé de m'aider à vendre la maison, a suggéré que nous regardions le match ensemble comme au bon vieux temps. J'ai gardé mes distances. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. J'ai contacté la femme de Rodriguez via les réseaux sociaux et je lui ai tout raconté. Elle avait autant le droit de savoir la vérité que moi. Je lui ai envoyé la photo que l'ami de Timothée avait prise et j'ai proposé de parler si elle voulait plus de détails. Elle m'a remercié, bien que je soupçonne que son monde s'effondrait tout comme le mien. J'ai commencé à chercher un nouvel appartement, quelque chose de plus près du bureau et sans souvenirs attachés. Mise à jour. Des mois ont passé depuis mon dernier poste. Beaucoup de choses se sont passées, alors je voulais partager une mise à jour. Premièrement, les résultats du test de paternité sont arrivés, je ne suis pas le père du bébé de Maya. C'est le docteur Rodriguez. Le test a été fait dès qu'il était sans danger pour la grossesse, vers 12 semaines. Quand Maya l'a découvert, elle a essayé de me convaincre que nous pouvions encore nous en sortir, que malgré tout elle m'aimait toujours. J'ai rejeté l'idée. La maison s'est vendue rapidement, et nous avons partagé les bénéfices comme convenu dans le contrat d'achat initial. J'ai remboursé ma voiture et j'ai mis le reste en épargne. J'ai emménagé dans un nouvel appartement plus près du travail. Il est plus petit, mais il ressemble plus à un foyer que la maison ne l'a fait ces derniers mois. J'ai acheté de nouveaux meubles, j'ai jeté la plupart de mes vieux vêtements et j'ai recommencé à zéro. La femme de Rodriguez a divorcé de lui et l'a plumé. Apparemment, elle soupçonnait déjà que quelque chose se passait mais n'avait aucune preuve. Mes informations lui ont donné le levier dont elle avait besoin dans la procédure de divorce. Elle m'a contacté pour me remercier à nouveau de lui avoir dit la vérité. Elle va bien, compte tenu des circonstances, et le bébé est en bonne santé. Maya et Rodriguez ne sont pas ensemble. Après avoir clairement indiqué que nous avions terminé, elle a essayé de faire fonctionner les choses avec lui, mais apparemment il n'était pas intéressé par une relation. Cependant, il est légalement obligé de payer une pension alimentaire. Les parents de Maya l'aident à élever le bébé, qui est né le mois dernier. Maya m'envoie encore des SMS de temps en temps. Au début, c'était de longs paragraphes sur combien je lui manquais, comment elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie, et comment elle pensait à moi tous les jours. Je n'ai jamais répondu. Maintenant, elle envoie juste des nouvelles de sa vie que je n'ai jamais demandées. J'ai envisagé de bloquer son numéro, mais à ce stade, ces messages ne m'affectent plus. Quant à Timothée, notre relation est toujours tendue. Il s'est excusé plusieurs fois, mais la confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Après notre confrontation, il a cessé de m'envoyer des SMS à propos de Maya. Quand nous nous voyons lors d'événements familiaux, il s'en tient à parler de sport et de travail. Il ne mentionne plus les secondes chances ni ne me demande si j'ai eu des nouvelles de Maya. Ma mère, d'un autre côté, m'envoie des colis de nourriture à mon nouvel appartement toutes les quelques semaines et m'appelle régulièrement juste pour prendre de mes nouvelles. La semaine dernière, elle m'a aidé à choisir des meubles, sans jamais mentionner que j'aurais dû garder les anciens de la maison. Mon père a été un roc à travers tout ce désordre. Il m'appelle une fois par semaine juste pour parler, sans conseil ni pression, juste pour prendre de mes nouvelles. Il a commencé à m'inviter à ses parties de pêche, quelque chose que nous n'avions pas fait ensemble depuis l'université. Le mois dernier, nous avons passé un week-end au lac où il m'a appris à pêcher quand j'étais enfant. Nous avons parlé de tout et de rien. Il n'a jamais mentionné Maya ou Timothée, à moins que je n'en parle le premier. En regardant en arrière, je ne regrette pas d'avoir rompu avec Maya. Avec le temps, la douleur et la colère se sont estompées, remplacées par une étrange sorte de gratitude.
Je suis reconnaissant d'avoir découvert la vérité avant de nous marier ou d'avoir des enfants ensemble. C'est ainsi que les choses sont maintenant. La vie continue. Le travail va bien. Mon nouvel appartement commence enfin à ressembler à un foyer. Deuxième mise à jour. 1 an s'est écoulé depuis que tout est arrivé, et je pensais que vous aimeriez savoir comment les choses se sont passées. Le bébé de Maya a maintenant 6 mois. Rodriguez paie une pension alimentaire, mais son implication dans la vie de l'enfant est minime. Selon des amis communs, il le voit une fois par mois pendant quelques heures. Maya m'envoie encore des photos du bébé de temps en temps, ce que je trouve étrange compte tenu de notre histoire. Le mois dernier, j'ai changé de numéro, alors j'espère que cela mettra fin à cela. La plus grande nouvelle concerne Timothée. Il y a 3 mois, il s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Il était clairement nerveux, agité et évitant le contact visuel. Après une conversation gênante, il a avoué quelque chose que je n'avais jamais vu venir, il avait couché avec Maya. Pas récemment. C'est arrivé il y a des années, avant même qu'elle et moi. Je suis resté assis là, laissant cette nouvelle trahison me submerger. Quand Timothée a fini sa confession, je lui ai demandé de partir. Il a essayé de discuter, disant que nous devions en parler, mais j'ai juste ouvert la porte et j'ai attendu qu'il parte. Je ne lui ai pas parlé depuis, malgré ses nombreuses tentatives de me contacter. Nos parents savent que quelque chose s'est passé entre nous, mais ils ne connaissent pas les détails. Apparemment, Timothée n'a pas eu le courage de leur dire ce qu'il a fait. À Thanksgiving, ma mère nous a placés à des extrémités opposées de la table. Timothée a essayé de croiser mon regard pendant le dîner, mais je me suis concentré sur mes cousins et leurs enfants. Après le dessert, il m'a coincé dans le couloir et a demandé à parler. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à dire. Il a insisté sur le fait que c'était juste une erreur d'il y a des années, qu'il avait porté la culpabilité tout ce temps, qu'il méritait le pardon. Je me suis retourné et je suis parti. Le lendemain, mon père a appelé. Il n'a pas demandé de détails, a juste dit que ce qui se passe entre frères devrait rester entre frères. Il m'a invité à aller pêcher à nouveau, juste nous deux, au lac, sans personne d'autre. J'ai accepté. Là, je lui ai tout raconté sur Timothée et Maya, sur ce qui s'est passé il y a des années. Mon père a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a lancé sa ligne dans l'eau et est resté silencieux pendant un long moment. La famille, c'est compliqué, a-t-il finalement dit. Tu n'es pas obligé de lui pardonner aujourd'hui, ni demain, peut-être jamais. Mais ne laisse pas ces erreurs empoisonner ta vie. Depuis, j'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers temps.